tous les lecteurs et internautes qui suivent notre site Monde Afrique. Nous avons la chance aujourd'hui de rencontrer M. Nabil Ben Abdallah, un double titre. Vous êtes d'abord ministre du gouvernement Ben Kiran et vous êtes aussi secrétaire général du PPS, l'ancien parti communiste marocain, et qui a décidé de faire une alliance avec le parti islamiste, le PJD, qui dirige actuellement le gouvernement. Alors j'aimerais qu'on parle d'abord de vos rapports, vous, parti de gauche, parti même laïque, assumé comme tel, héritier du Parti communiste, avec les islamistes du PJD, et ensuite que nous abordions les marges de manœuvre aujourd'hui de votre gouvernement par rapport notamment aux prérogatives du palais royal. Est-ce que on est à un moment où la démocratie marocaine a retrouvé des couleurs, bon, ou au contraire, est-ce que entre le palais et le gouvernement, les choses se passent difficilement? Alors, première chose, d'abord, comment un parti comme le vôtre, donc de gauche, peut s'allier avec un parti islamiste, a priori? Vous n'êtes pas du tout dans une tradition religieuse, vous avez été un militant une grande partie de votre vie, vous avez participé à des gouvernements avec d'autres partis non islamistes, et là, vous avez pris la décision de vous allier avec les islamistes du PJD. Alors, pourquoi cette décision? Probablement parce que s'il n'y avait pas eu quelques errements dans le processus que connaissait le Maroc, en particulier à la fin des années 90, début 2000, si aux alentours de 2007, 2008, 2009, il n'y avait pas une tendance folle que je n'ai jamais accompagnée, que je n'ai jamais acceptée, à laquelle je n'ai jamais souscrit, c'est celle de se dire qu'il y a lieu de créer dans l'espace politique marocain quelque chose de nouveau qui puisse venir remplacer ce qu'on appelle chez nous les partis historiques et soutenir de ce fait l'action royale de réforme, certaine, qu'il y a dans le pays, alors même que le Maroc allait bien. Il avait réussi à prendre un rythme de croisière à partir du gouvernement Youssouphi, à la fin des années de feu le roi Hassan II et l'avènement de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Vous avez suivi cela? Oui, il y a eu les appréhensions provoquées par les attentats de Casa 2003, Madrid 2004, mais qui avaient été surmontées. Il y a eu cela. Il n'y a pas de dérive sécuritaire trop marquée. Fort heureusement pour nous. Disons que le processus de réforme s'est installé, approfondissement de la démocratie, droits de l'homme, droits des femmes, réforme économique, grande réforme sociale. Mais un grippage de la machine démocratique et de l'alternance. Et c'est vrai que parallèlement à cela, il y avait ce souci que pouvait constituer pour certains de la présence de tendances islamistes, l'une, j'allais quasiment dire dans le maquis, pas dans le maquis réellement, mais enfin, qui refuse la légalité. Justice et bienfaisance. Et le jeu démocratique, l'association Justice et Bienfaisance, qui refuse de s'intégrer à tout cela en considérant que c'est une importation de l'Occident et je ne sais quelle autre thèse. Mais qui représente une force réelle. Qui représente une force réelle moins importante que le PJD, dans la réalité, moins importante que le Parti de la Justice et le Développement. Et le Parti de la Justice et le Développement qui se trouvait au Parlement. Bien sûr, à l'époque, avec une opposition relativement farouche, de plus en plus farouche, et avec des tensions à l'issue des attentats de 2003, notamment. Mais par la suite, j'étais personnellement partisan du fait qu'il n'y avait pas lieu de changer de cap, ni de venir créer une nouvelle force politique, manu militari quasiment, tout en essayant de puiser. Alors on nous a sorti que c'était sur la base de la nécessité. Ça, vous voulez parler de la tentative. Je parle de l'authenticité et du développement, oui, qu'on appelle le PAM. Et qui tient la deuxième chambre du pays. Vous avez été assez virulent récemment contre le président de la Chambre. Oui, pas contre le président. J'ai été virulent contre la Chambre elle-même, contre ce qui la compose, parce que je considérais qu'il n'est pas normal qu'une Chambre haute, qu'une Chambre de sages, soit pour une bonne partie de ses composantes, de ses conseillers, comme on les appelle ici, l'équivalent des sénateurs, sont malheureusement le produit de l'utilisation de l'argent.
Et cela porte atteinte à la crédibilité de la démocratie marocaine. Et vous pensiez que donc le PAM, création quand même largement des proches du palais, ne suffirait pas à rénover la vie démocratique J'étais personnellement partisan dans mon propre parti, je n'étais pas encore secrétaire général, je disais ce qu'on appelle le mouvement national et démocratique, c'est-à-dire le parti historique, principalement Istiklal, le parti de l'Istiklal, ce qui veut dire indépendance, le parti USFP, Union socialiste des forces populaires, d'origine socialiste, social-démocrate, et nous-mêmes, d'origine communiste, parti du progrès et du socialisme, eh bien qu'il y avait la nécessité de rafraîchir un peu tout cela. D'accord. Mais alors, je voudrais vous interroger, parce que ça, c'est un calcul politique qu'on peut comprendre, mais alors après, il y a quand même les projets de société. Je voudrais vous interroger sur un certain nombre de points pour comprendre vos divergences et vos convergences avec les islamistes du PJD. Alors, je vais prendre quelques points précis. Récemment, le Conseil national des droits de l'homme a préconisé une égalité dans la transmission de l'héritage au Maroc, alors qu'actuellement, la loi marocaine avantage les hommes sur les femmes. Le PJD vient de se prononcer de façon très catégorique contre une telle réforme. Qu'est-ce que vous, au PPS, vous en pensez? Vous attendiez quoi du Parti de la justice et du développement? Vous attendez quoi du corps des oulémas, qui est un corps officiel au Maroc? Vous pensez que quelque chose qui est écrit de manière claire dans le Coran, que des tendances conservatrices, qu'elles soient dans le giron officiel ou qu'elles soient dans celle du PJD ou de la bienfaisance, de l'association de bienfaisance, justice et bienfaisance, vous pensez que ces gens-là... Vous, votre parti, vous, qu'est-ce que... Je dis que vous pensez que ces gens-là vont soutenir cela? Mais jamais de la vie. Maintenant, pour moi, en tant que parti politique, c'est une question à laquelle j'aspire, personnellement. Mais je considère qu'aujourd'hui, les conditions politiques ne sont pas réunies pour que nous puissions faire passer cela dans la réalité marocaine. Voilà, et la réalité marocaine, est-ce qu'elle se serait depuis 10 ans considérablement islamisée? Est-ce que les valeurs traditionnelles religieuses sont beaucoup plus prégnantes qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans? Ce qui expliquerait votre volonté d'alliance avec le PJD? Non, c'est pas ce qui explique la volonté d'alliance. La volonté d'alliance, je vous l'explique. Je ne me serais jamais retrouvé avec le PJD si il n'y avait pas eu cette volonté d'asservissement de la scène politique nationale et d'intervention dans les affaires des partis C'est un moindre politiques. mal. Voilà. Face à cela, je pensais, et je continue de penser qu'il fallait protéger et préserver l'avancée démocratique marocaine et le projet de société démocratique auquel nous aspirons. Et donc, je continue de dire que si on veut le changement, il doit se faire avec la volonté des partis politiques, la volonté propre, et non pas en imposant des gens à la direction de ces partis, en leur imposant les décisions, en leur imposant les votes dans les alliances, etc. Mais c'est pour ça que je me suis retrouvé. Au projet politique maintenant, la question qui est le vôtre et qui est celui du PJD, notamment en matière économique et sociale. Vous êtes l'héritier du Parti communiste. Il n'y a pas de problème. Alors, pardon, récemment, le ministre de la Santé, qui appartient à votre mouvement, se prononce en faveur de l'entrée des capitaux privés dans les cliniques. Ce n'est pas une mesure de gauche classique. C'est probablement sur les projets économiques, sur le projet économique et social que nous avons le moins de divergences. Si nous devions avoir des divergences, elles vont se situer plutôt sur le champ politique, liberté, entre autres, individuelle et collective, et sur le champ culturel avec un certain nombre de valeurs culturelles et religieuses. Mais sur le champ économique et social, au contraire. Sur le champ social... Le projet du PJD, comme tous les frères musulmans, les partis des frères musulmans à travers le monde, est extrêmement libéral. Oui. Vous êtes d'une tradition social-démocrate. Comment on peut faire l'alliage entre un projet... Je vais vous dire une chose. Il n'est pas extrêmement libéral. Parce que leur volonté d'être dans une sorte de justice, vous savez, le terme justice, on le retrouve dans toutes ces tendances. Et donc, leur volonté d'être dans une sorte de justice sociale fait que par la force des choses, ils sont obligés d'aller vers des réformes qui ont un caractère social. Et ils se rendent compte, dans la pratique, qu'ils ne peuvent pas prôner une politique ultralibérale. Et c'est pour cela que, concrètement, dans le gouvernement actuel, l'orientation n'a jamais été une orientation ultralibérale. Concrètement, nous sommes dans une orientation qui reste celle de gouvernement centriste, comme nous sommes partis depuis l'avènement du gouvernement Youssoufy. C'est une orientation centriste, c'est une orientation qui repose sur l'intervention de l'État, mais également sur un rôle important du secteur privé. C'est ce qui a été mené comme politique par Sa Majesté le Roi, et ce gouvernement continue de s'inscrire dans la même dimension. Oui, il y a quand même des avancées du secteur privé. Je reprends mon exemple de l'entrée des capitaux privés dans les cliniques. Ça
frappe les esprits. Vous savez que la santé publique, c'est quand même vraiment un des thèmes récurrents de la gauche dans tous les pays. Écoutez. Ne transformons pas les choses. Il ne s'agit pas d'intervention de capitaux privés dans les hôpitaux publics. Les cliniques. Dans les hôpitaux publics, c'est bien cela. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'intervention de capitaux privés dans des structures qui sont déjà privées. C'est cela la réforme de monsieur Wardi. Il n'a rien amené de plus. Ça veut dire qu'il a seulement ouvert la voie à ce que des moyens financiers sérieux puissent être mis en place dans les cliniques qui sont déjà privées. Elles appartiennent à qui? Dans le texte actuel, elles appartiennent aux médecins. Et donc en fait, c'était officiellement, elles appartiennent aux médecins. Mais souvent, et c'est de notoriété publique, derrière le médecin se trouvent des financiers qui ne sont pas réellement dans le tour de table. Et donc là, aujourd'hui, il entend ouvrir ce capital de ces cliniques privées à des capitaux privés qui ne soient pas seulement médecins, à charge que la charte médicale, que les soins soient sous l'autorité unique des médecins et du corps médical. C'est cela la réforme de Wardi. Ce n'est pas une privatisation des hôpitaux publics. Donc nous n'avons pas de contradiction particulière. Vous savez, nous avez gardé un grand sens de la dialectique de votre passé communiste. Mais je vais vous interroger sur un autre point de divergence que vous avez avec le PJD qui est très important, c'est la langue amazigh. Il y a une loi organique qui doit être votée, qui ne l'est toujours pas, qui prend beaucoup de retard, alors que vous êtes au gouvernement et que vous êtes favorable à l'adoption de cette loi organique qui fait toute sa place à cette langue qui est comme très répandue aujourd'hui au Maroc. Et on sait que le PJD est très, très réticent. C'est pour cette raison que la loi organique n'est pas adoptée? C'est pas aussi simple que cela. Si vous allez consulter les gens du PJD, un certain nombre de membres de leur direction, le président de leur conseil national, Atmani, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères, ou bien d'autres encore, Abdallah Baha qui est décédé aujourd'hui, ou bien d'autres encore, sont d'origine amazigh et sont favorables à l'émergence de la langue amazigh en tant que langue officielle. Donc c'est pas aussi simple que cela au sein du PJD. Je les connais de l'intérieur et c'est pas une question de trancher. Ils sont en train de bouger sur cette question? Bien sûr, ils bougent parce qu'ils sont traversés eux-mêmes au sein de leur parti par des gens qui sont d'origine amazigh. Donc par la force des choses, ça les fait bouger, ça fait bouger les lignes. Maintenant, la difficulté, elle n'est pas réellement avec le PJD. La difficulté est avec une tendance conservatrice générale qui existe au sein du PJD, mais qui existe aussi au sein d'autres partis politiques, à l'Istiqlal par exemple, ou dans d'autres formations politiques ou dans la société, des gens qui considèrent que finalement la primauté doit rester à l'arabe, que même l'ouverture sur d'autres langues étrangères, le français et l'anglais, doit être mis en parenthèse, et entre parenthèses. Et aujourd'hui, je pense que la difficulté réelle que nous rencontrons, c'est que pour mettre en œuvre cette loi, d'abord il faut qu'elle existe, il faut qu'elle puisse être consensuelle, parce que ce n'est pas le genre de texte qui peut passer dans la confrontation. Il faut qu'elle puisse être consensuelle et il faut qu'on soit dans la progressivité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même les lettres qui sont utilisées, 95%, si ce n'est 98% des Marocains ne les maîtrisent pas. Le tifinagh ne le maîtrise pas. Et aujourd'hui, pour passer de pratiquement pas grand-chose au statut de langue officielle, il y a la nécessité de passer par un certain nombre d'étapes. Or, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ce soit dans ceux qui sont en faveur de la langue amazigh ou ceux qui sont contre, il y a des extrêmes, et il y a des radicaux. Et donc, trouver une voie de passage pour construire cela progressivement fait que ce texte a du mal à voir le jour aujourd'hui. Je le concède, mais ce n'est pas réellement du fait du PJD. Je comprends. Mais alors, une question plus générale, le ressort, donc on a le sentiment que le ressort principal de votre alliance avec le PJD, c'est la volonté de rénover la vie politique marocaine et de donner des couleurs au pluralisme, qui est une vieille tradition marocaine depuis l'indépendance, et notamment des vraies marges de manœuvre au gouvernement face au Palais Royal. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette phase-là? Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement Ben Kairan, auquel vous appartenez, a trouvé vraiment ses marques face au palais? Parce que souvent on a le sentiment qu'il y a une espèce de guerre de tranchées entre les conseillers du roi d'un côté et le gouvernement de l'autre, où chacun marque des points, où on se dispute des nominations, etc. Au risque que vous me fassiez encore la remarque de maîtriser la dialectique en bon communiste que je suis, que je reste, entre parenthèses, je vais vous dire une chose. Il ne s'agit pas d'une action qui se situe en face de la monarchie ou du roi. Toute volonté de réforme, pour une question essentielle, ça vous comprenez, ce n'est pas de la langue de bois, c'est la réalité pure. Toute personne qui ne comprend pas
qu'au Maroc. Et Ben Kiran l'a compris. C'est ce qui fait, c'est l'un des gages de sécurité. Bien sûr, au-dessus de tout cela, il y a la sagesse de Sa Majesté, qui a compris que cette expérience était là et qu'il fallait qu'elle aboutisse, qu'elle aille jusqu'à la fin de ce mandat, au moins. Et on verra après les élections ce qui se passe. Parce qu'on aurait pu connaître, pendant le courant du mandat, un acte de sabordage de toute cette expérience. Et je ne sais pas où les choses auraient été. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas réformer ce pays. On ne peut pas y approfondir la démocratie en se situant dans un combat envers la démocratie. On ne peut le faire qu'en accompagnant la monarchie. Et donc, c'est l'intelligence de ce gouvernement. C'est l'intelligence avant le PJD, c'est notre intelligence. C'est l'intelligence du mouvement national marocain, qui en a connu des vertes et des pas mûres, avec le pouvoir de l'époque, qui est passé par des périodes, les années de plomb, les emprisonnements, l'exil, les disparitions, les prisons, tout cela. Mais dans le même temps, un parti comme le nôtre a toujours considéré qu'il faut rénover le Maroc de l'intérieur, en étant sur le territoire national et en tenant compte d'une chose, c'est qu'il y a la monarchie, qu'elle est millénaire, qu'elle est ancrée dans la mémoire des Marocains et qu'il y a un fort attachement à cette monarchie. À partir de là, l'intelligence que nous avons rencontrée, en particulier lors des dernières années de Feu Hassan II et lors du règne aujourd'hui de Mohamed VI, c'est qu'il a su ouvrir, reprendre les principaux slogans, notamment de la gauche marocaine, les faire siens et aller parfois au-delà de cela. Que veut le peuple? Pour nous, ça nous arrange quelque part. Donc on se dit, c'est tant mieux. Alors on considère qu'aujourd'hui, il s'agit de continuer à réformer dans le cadre de cette monarchie. Et non pas à l'encontre de cette monarchie. C'est pas une cohabitation entre le gouvernement et le palais actuellement. Comment vous définiriez les liens entre le gouvernement? Ce que je définirais, je pense qu'il faut s'inscrire, en tout cas dans la période historique dans laquelle nous sommes, dans une vision qui consacre la primauté de la monarchie, dans un système constitutionnellement établi, dans lequel les prérogatives de la monarchie sont clarifiées, dans lequel les prérogatives du gouvernement avec le chef du gouvernement le sont également, et celles du législatif le sont. C'est ce qu'a essayé de faire cette Constitution. Maintenant, dans le jeu du pouvoir au quotidien, il peut y avoir des glissements de ce côté comme de ce côté. C'est normal. La vie n'est pas linéaire. Et donc c'est ce que nous essayons de vivre. Alors parfois nous avançons, parfois nous pouvons connaître des reculs. Et pourquoi ailleurs, en Tunisie, en Égypte, pourquoi la mouvance des frères musulmans n'a pas vraiment réussi à s'inscrire dans l'espace public? Pourquoi elle a réussi au Maroc? Elle a réussi parce qu'elle s'est adaptée à la réalité marocaine, notamment au fait qu'il y a une monarchie qui jouit d'un rôle constitutionnel, et cette mouvance islamiste a accepté cela, a accepté le rôle de commandeur des croyants, a accepté le rôle de chef de l'État, du roi, a accepté le rôle de garant des institutions du roi, a accepté le fait qu'il détient une partie du pouvoir exécutif et qu'il y a des choses qui lui reviennent de plein droit. Et donc à partir de là, ça fait que le PJD se situerait dans un champ politique où il y a compétition entre les partis dans un domaine donné pour mener les politiques publiques, pour engager un certain nombre de réformes sur le champ économique, social, etc., mais sans remise en cause de l'essentiel des institutions. C'est pour ça que ça marche. En Tunisie, en particulier, dans le combat qu'il y a entre les différents partis et les différentes mouvances, il n'y a pas une force de sagesse, d'arbitrage qui se situe autour. L'un des points importants introduits dans la constitution marocaine de 2011, c'est que le roi est arbitre également. Il est arbitre au niveau des institutions, mais il est arbitre également du jeu politique global. Et donc cela permet d'assurer un équilibre. C'est pour ça qu'il y a une sorte de cohabitation qui va même jusqu'à ce que d'anciens communistes se retrouvent avec des islamistes au gouvernement. Oui, c'est plus une monarchie autoritaire, c'est pas encore une monarchie constitutionnelle. C'est une monarchie constitutionnelle. Ce que vous voudriez dire probablement, est-ce que c'est une monarchie parlementaire au sens plein du terme, c'est-à-dire un peu à l'image de ce qui se passe en Espagne ou en Grande-Bretagne ou au Danemark ou dans d'autres pays scandinaves? Non, ça n'est pas encore cela. C'est une monarchie qui s'est grandement démocratisée. Le roi étant lui-même le porteur de cette volonté de démocratisation, et ceci est une réalité, mais c'est une monarchie qui mettra un peu plus de temps à arriver un jour
à ce que nous ayons l'essentiel du pouvoir qui soit détenu par le Parlement, par les partis politiques qui en soient issus, par le gouvernement qui sera l'émanation du Parlement. C'est inscrit dans la Constitution, mais la même Constitution marocaine continue aujourd'hui d'accorder un certain nombre de prérogatives, je le répète, émir des croyants, chef de l'État, chef des armées, arbitre, garant de la Constitution, patron de la politique étrangère du pays, garant des grandes orientations du pays, c'est écrit comme tel dans la Constitution. Donc il assume ses prérogatives qui sont définies dans cette Constitution, parallèlement à un gouvernement qui dispose du pouvoir exécutif et qui cohabite avec un pouvoir législatif selon les majorités. Voilà, c'est un jeu, ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas linéaire. Je ne vous dis pas cela encore parce qu'il y a la dialectique. Nous avons combattu dans ce pays depuis ne parlons que de l'indépendance. Et à chaque fois qu'il y avait moyen d'enregistrer ce qu'on appelle un pas positif en avant, nous l'avons enregistré, nous nous sommes basés sur lui pour élargir encore plus la démocratie et pour ouvrir de nouvelles perspectives à notre peuple. C'est comme ça que nous sommes. Nous ne faisons pas partie de ceux qui considèrent que nous allons croiser les bras, refuser tout ce qui se passe en attendant que tout change. Non, ça ne changera que si nous sommes dans le changement, nous sommes dans le mouvement social. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.